Et Jean-Michel Vernochet, à votre avis, ce futur ministre des Affaires étrangères européen, même s'il n'a pas le titre de ministre des Affaires étrangères européen, que fera-t-il? Je veux dire, que dira-t-il par rapport à la visite de M. Kadhafi, par exemple? Alors, d'abord, son rôle, il est destiné à parler, à faire parler l'Europe d'une seule voix. C'est-à-dire qu'on est en train d'instaurer, en catimini, un peu une Europe politique. C'est-à-dire que si... et là, les procédures de décision au niveau européen sont très complexes et on ne sait pas comment arriver à trouver le plus grand ou le plus petit dénominateur commun en matière de politique étrangère. Et rappelez-vous, ce qui était intéressant, c'est quand la France parlait de sa propre voix, en 2003, elle a pu adopter cette attitude dissonante par rapport à, aussi bien au Royaume-Uni, à l'Allemagne, et de demander à la communauté internationale que soit respecté le principe de l'égalité et donc de non-agression à l'égard de l'Irak, tant qu'il n'y avait pas réalité d'une menace. Les anglo-saxons, les anglo-américains ont passé outre, mais la position de la France a non seulement redoré son blason, mais lui a redonné une place parce que la France a exprimé une grande voix. Eh bien, il faut penser que cette grande voix sera définitivement éteinte, puisque si l'Europe parle d'une seule voix, la France n'aura plus sa politique étrangère autonome, par exemple. Alors là, pour l'instant, nous avons l'air effectivement de garder cette capacité d'autonomie, puisque la France se fait le promoteur, ou la promotrice plutôt, de cette union euro-méditerranéenne, mais cette union euro-méditerranéenne qui ne fait pas l'unanimité que l'Allemagne de Mme Merkel voit notamment d'un assez mauvais œil. Mais là, s'agit-il de quel projet s'agit-il? Pour l'instant, si l'on considère le voyage de M. Kadhafi, il s'agit de concurrence européenne, inter-européenne, mais de concurrence économique, et non pas d'une grande politique de réconciliation entre les hommes, de construction d'un espace méditerranéen, à la fois de coprospérité et de co-développement. On en parle, c'est certainement le sujet. Quant à moi, tout à fait personnellement, j'aurais tendance à penser qu'il y a des arrière-pensées dans ce projet, et des arrière-pensées d'ordre politique, peut-être même d'ordre idéologique, et tout cela mériterait d'être clarifié. C'est d'ailleurs, à mon avis, pourquoi le sujet de l'Union méditerranéenne suscite tant de réserves au niveau européen. Tout à fait, mais enfin, malgré tout, je veux dire, l'Europe reste un homme politique, vous savez très bien. Oui, je crois d'ailleurs qu'elle devrait être... Face à la Turquie, face à l'Irak, vous en avez parlé. Si la Turquie rentrait d'abord, je veux dire, on peut vous poser une question. Que pensez-vous de l'adhésion de la Turquie? Vous me demandez mon avis personnel, oui, mais ça sera clair et ça sera net. Je pense que la Turquie ne fait pas partie de l'Europe. Voilà, la Turquie n'est pas européenne, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir des relations privilégiées avec la Turquie, et tout à fait privilégiées. Je suis moi-même consommateur de produits biologiques, mes raisins secs bio viennent de Turquie, mes pruneaux viennent de Turquie, mes abricots séchés viennent de Turquie, j'ai de l'amitié pour les Turcs, mais enfin l'amitié est une chose, la construction européenne en est une autre. De toute façon, on a bien vu que lorsqu'on est passé de 17 à 25 et maintenant à 27, pour utiliser une expression populaire, ça branle dans le manche. On va avoir beaucoup de mal à arrimer ces bouts qui partent dans tous les sens. Et d'ailleurs, on va découvrir, et on est en train de le découvrir, qu'il y a quand même une distinction très nette à opérer entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale. Si on en revenait un petit peu à l'idée de Huntington de choc des civilisations, il y a une Europe à la fois catholique et luthérienne, accessoirement calviniste, mais très peu, luthérienne et catholique, et de l'autre côté, on a une Europe orthodoxe. Il y a quand même des différences significatives. Ces différences-là, il faudra les gommer, les absorber. Je vous rappelle que la question balkanique n'est pas résorbée. Tout à fait, mais en ce cas-là, je veux dire, la Croatie, vous en pensez quoi? L'Albanie, vous en pensez quoi? La Serbie, vous en pensez quoi? Je veux dire, si la Croatie adhère dans 2 ans, vous dites... écoutez, la Croatie... Ou vous êtes, Non, parce que la Croatie est déjà de fait enclavée. Et catholique.
Elle est déjà de fait, et puis elle est de fait enclavée, de même que la Serbie est enclavée. C'est un État enclavé à l'intérieur d'autres États membres de l'Union. Maintenant, jusqu'où faut-il? C'est une grande question, et peut-être n'y répondra-t-on pas ce soir. Jusqu'où repousser les limites naturelles, les limites de l'Europe. En ce cas-là, l'Arménie peut dire nous sommes européens. Tout à fait, l'Ouzbékistan aussi. Voilà, jusqu'au Tadjikistan et même jusqu'à la Chine populaire. Pourquoi pas? Non, sans aller si loin, je veux dire, mais si demain, dans 5 ans, l'Albanie adhère à l'Europe. Mais c'est vrai que De Gaulle voulait une Europe, ou tout au moins une Europe qui n'aurait pas été fédérale, mais il voulait une Europe de l'Atlantique à l'Oural. La Russie n'a pas vocation à devenir européenne, mais par contre, je pense qu'il y a vocation de la part de la Russie à constituer ces grandes alliances, un grand bloc continental, dès lors que cela se passera sur la base de la bonne volonté et de la bonne foi. Et nous n'en prenons pas le chemin. Je vous donne une anecdote. J'ai rencontré un ambassadeur qui a travaillé avec M. Giscard d'Estaing. Et paraît-il, M. Giscard d'Estaing en privé disait une de mes grandes erreurs, c'est d'avoir fait adhérer la Grèce, parce que j'avais fait latin-grec dans le secondaire, d'avoir fait adhérer la Grèce à l'Europe. Vous en pensez quoi? Il le disait en privé. Oui, je ne sais pas ce qui sous-tendait le propos de M. Giscard d'Estaing, ce pourquoi il regrettait d'avoir fait entrer la Grèce. Il considérait que les Grecs, en fait, n'étaient pas européens. Et bien à ce moment-là, comme je viens de le dire, toute l'Europe orientale, il y a une ligne de démarcation. On est plus en Orient, en Europe orientale, qu'on est tout à fait en Occident. Ceci dit, à mes yeux, cela reste l'Europe. Les Albanais pourraient, le cas échéant, avoir vocation à être européens. Mais là, on s'éloigne petit à petit. Les Albanais sont quand même un reliquat de l'Empire ottoman, de même que les Bosniaques sont aussi un reliquat de l'Empire ottoman. Alors, voilà, en fait, la Turquie est en Europe déjà, puisqu'elle est de l'autre côté du Bosphore, qu'elle est à Constantinople, autrefois Byzance. Nous n'allons pas modifier les frontières, mais c'est vrai que l'Asie a déjà un pied en Europe. Ceci dit, c'est pas parce que l'Asie a un pied en Europe que nous devons étendre l'Europe jusqu'à l'Asie. Tout à fait, mais sans aller jusqu'à l'Asie, il y a un problème qui se pose, notamment avec la Moldavie, dans la mesure où les Romains donnent très facilement des passeports aux Moldaves qui parlent la même langue. Et la Moldavie est quand même un État, sans choquer, je veux dire, un petit peu moins démocratique et un petit peu plus mafieux que les... Alors, en ce qui concerne la mafia, il y a déjà une perméabilité des frontières. On croit savoir que les trafics d'êtres humains, les trafics d'armes sont transfrontières, arrivent même d'ailleurs de fort loin. Trafic de drogue qui arrive de l'Est et transite aussi bien par certaines plateformes que constitue l'Albanie. La question mafieuse est un vrai problème dans l'intégration européenne d'ailleurs. Le Monténégro qui a prononcé son indépendance il y a 2 ans, au moment de la crise libanaise, là aussi l'Europe a été totalement muette. D'ailleurs, retenons, puisque vous m'avez parlé de ça tout à l'heure, que la communauté internationale, le Conseil de sécurité ne s'est pas prononcé pendant la crise du Liban. Les décisions ont été prises au G8, qui en soi, le G8 ou G9 n'est pas représentatif de la communauté internationale, mais de grands intérêts d'ordre privé, même si ce sont des intérêts étatiques. Quelle est la légitimité du G8? C'est normalement un organe consultatif. Ce sont eux qui ont pris les décisions au moment de la crise du Liban, et quant à l'Europe, elle avait complètement passé sous le tapis. Alors quand vous me parlez d'une Europe qui est un nain politique, c'est vrai. Donc c'est pourquoi d'ailleurs ça serait une raison de plus pour que la France sache conserver une réelle autonomie, une capacité d'initiative en matière étrangère. Alors la question mafieuse est très grave, parce que c'est vrai qu'il y a des économies. Si demain matin, par exemple, puisque nous sommes dans un processus d'éclatement de l'Europe, de morcellement, on le voit en Belgique, on le voit en Espagne, avec la Catalogne, tout autant et même peut-être plus encore qu'au Pays Basque, si demain matin la Corse devenait indépendante, quelle serait l'économie de la Corse en dehors du tourisme? La question se pose véritablement. Bon, voilà. Pour résumer, oui, qu'est-ce que vous proposez finalement, je veux dire, pour que cette Europe soit moins formelle que... Écoutez, c'est clair, c'est simple, enfin c'est pas simple du tout, on va pas tout casser. L'Europe est une sorte d'usine à gaz absolument monstrueuse, mais qui a aussi son intérêt. Il faudrait d'ailleurs, autrefois les campagnes se plaignaient que Paris se mêlait de tout. Eh bien, il faudrait que Bruxelles ne se mêle pas de tout, ne se mêle pas de nos fromages, ne se mêle pas de nos pinards, que Bruxelles reste cantonnée à certaines sphères
d'activité d'intérêt collectif, d'intérêt public, d'intérêt général pour l'Europe. Et puis à nous de réorienter résolument l'Europe, de la reconstruire encore une fois, pour placer l'Europe, mais nous pourrons y revenir une autre fois, au service des hommes, au service des peuples, et non pas au service d'une machinerie économique, financière, qui, elle, justement, asservit les peuples et les prive de toute initiative, et crée d'ailleurs de la pauvreté, comme nous pouvons le voir chaque jour qui passe. Merci.